Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo-là, dans le cadre du cours de master en génie civil, modélisation du comportement des ouvrages géotechniques, et dans sa partie numéro 1, calcul à la rupture, nous allons voir l'approche par l'extérieur, dite cinématique ou par les vitesses. Le sommaire va être comme suit: un rappel de la notion de fonction d'appui d'un domaine convexe. Ensuite, on va introduire la fonction d'appui du domaine de résistance G. Et par la suite, nous allons présenter l'approche cinématique. On va la voir dans un premier temps sous la forme d'un premier énoncé des théorèmes cinématiques. Et lorsqu'on aura introduit les discontinuités de champ de vitesse, on va y faire retour à ce théorème pour donner la forme générale. Alors, en premier lieu, la fonction d'appui d'un convexe, en guise de rappel, est définie comme suit. Donc, un hyperplan, c'est une variété affine pour Rn qui est de dimension n-1, se plaçant dans le cas R2, donc n-1 ça va faire R. On va dire que l'hyperplan, c'est une droite qui est caractérisée par un vecteur normal A, et l'équation de la droite va être tout simplement A fois x égale AB. X, c'est le vecteur position dans ce repère xi, xj. Et une propriété facile à vérifier, lorsque nous voulons calculer la distance entre O et un point O' sur la droite ou l'hyperplan, il est facile de vérifier que la norme, le module de O' est égal à B, c'est-à-dire 1 fois x divisé par le module de A. Alors maintenant, on va considérer une application qui fait correspondre à un convexe G qui est inclus dans Rn par le biais d'une application comme suit. On va considérer une direction fixée A et on va associer pi de A comme étant le sup du produit scalaire A fois x, et x prend toutes les possibilités dans le domaine G, le départ. Alors, de cette manière-là, qu'est-ce qu'on va essayer de préciser? Ça, c'est le domaine G. Et ça, c'est l'hyperplan qu'on a introduit tout à l'heure, AX égale constante. Et ça, c'est OO'. Et on voit que dans la direction de OO', c'est-à-dire dans la direction fixée de A, c'est pour cela qu'on dit A est fixé dans cette direction, le sup en guise de distance va correspondre exactement à cette distance-là. Et cet hyperplan qui donne le sup va donner pi de A. Et cette distance va être exactement égale à pi de A divisé par le module de A. Donc, de cette manière, lorsqu'on écrit pi de A comme étant un sup, ça veut dire que le produit scalaire AX va être toujours inférieur ou égal à pi de A. Et de cette manière, on va limiter un demi-plan par le biais de l'équation de cet hyperplan qui va nous donner des points qui sont au-dessous de la droite. Et de ce fait, donc, lorsque nous donnons le domaine G, c'est grâce à cette donnée qu'on peut calculer la fonction pi, parce qu'on va parcourir toutes les possibilités pour x dans le domaine G. Et deuxièmement, lorsqu'on aura mis en œuvre cette opération plusieurs fois, on va déterminer plusieurs fonctions pi de A ou pi de AI, on va faire varier la direction A, et on va au fait obtenir un domaine convexe pour l'intersection. C'est-à-dire, on va introduire G combe, c'est-à-dire que ça s'appelle l'enveloppe convexe de G, comme étant l'intersection de l'ensemble des points x, tel que toujours nous avons A scalaire x inférieur ou égal à pi de A. Alors maintenant nous allons parler de la fonction pi de D de G. Alors nous considérons l'espace vectoriel des tenseurs symétriques du second ordre. On va prendre deux tenseurs A et B qui appartiennent à cet espace. Et on va rappeler que le produit doublement contracté des deux tenseurs A et B va au fait être égal à la somme des A, IJ, B, IJ, c'est-à-dire toutes les composantes IJ variant de 1 jusqu'à 3, et le produit, donc A, IJ, B, JI.
Alors nous allons, par le biais de cette application L, faire correspondre au tenseur A un vecteur de R6 qui va être formé par les 6 composantes du tenseur, ou presque. Les 3 composantes sont les composantes sur la diagonale, et les 3 autres composantes, c'est les composantes non diagonales, mais chaque composante est multipliée par racine de 2. Pourquoi? Parce que si je vais faire le produit de L de A, ce vecteur-là, par L de D, qui va donner la même chose en remplaçant les A, I, J par B, I, J, on va obtenir exactement la valeur A, I, J, B, I, J, qui est le produit doublement contracté des deux tenseurs. Et de ce fait, maintenant, donc, lorsqu'on va considérer que D, plutôt L de D, qui prendrait ici, je prends D ici, le L de D, va correspondre à ce vecteur-là. Et ce vecteur-là, au fait, c'est le vecteur normal à la fonction pi de D. On remplace maintenant pi de A par pi de D. Donc, ça veut dire que la fonction pi de D, c'est le sup de sigma doublement contracté avec D, divisé par la norme du vecteur L de D. Et de ce fait, voilà, qu'est-ce que c'est que pi de D pour un domaine convexe G. Au fait, ce domaine convexe G, c'est le domaine des contraintes admissibles. Ça veut dire représenté par des tenseurs symétriques de second ordre qui ont 6 composantes. Et par la suite, lorsque nous allons parcourir toutes les possibilités dans G, on va pour un tenseur des données trouver le sup. Et on précise en particulier que sur la frontière de G où on obtiendrait l'hyperplan pi de D, alors on voit très bien que l'état de contrainte qui réalise ce sup, on va l'appeler sigma étoile, et la valeur de pi de D va être exactement égale à sigma étoile doublement contractée avec D, et au point sigma étoile, on voit très bien qu'il appartient à la frontière de G, et en ce point-là, D est orthogonal à la frontière de G en sigma étoile. Alors, l'approche cinématique du calcul à la rupture, elle consiste à construire ou imaginer des champs de vitesse cinématiquement admissibles. Alors, ces champs V doivent être de classe C1 dans oméga, excepté les sigma, et sigma désigne le lieu des surfaces de discontinuité de vitesse entre plusieurs zones de oméga. Alors, à partir de V, nous allons calculer le tenseur des taux de déformation de V, comme on le voit ici, D 1,5 de gradient V plus transposé gradient V. Et par la suite, nous allons donc de ce fait construire en général 3 types de champs de vitesse, soit des champs de vitesse continue, c'est-à-dire où il n'y a pas de discontinuité, donc à ce moment-là, on va trouver que des déformations sans les discontinuités de vitesse. On peut construire des champs discontinus, c'est-à-dire il n'y a que des discontinuités et il n'y a pas de déformation, c'est ce qu'on appelle des mouvements de bloc ou de corps rigides, mais on peut également, dans certains cas, construire des champs de vitesse qui engendrent à la fois des déformations et des discontinuités de vitesse. Alors ici, on rappelle, on va dire le schéma, qu'est-ce que c'est qu'une discontinuité de vitesse? Si j'ai deux zones 1 et 2, la surface qui les sépare, V2 est différente de V1. Sur cette surface, le vecteur V2 moins V1, V entre crochets, c'est le vecteur discontinu de vitesse. Et on rappelle toujours qu'en un point X de sigma, il y a la normale sortante et il y a le vecteur contrainte, bien sûr, dans oméga. Alors, le premier énoncé de théorème cinématique va, bien sûr, être formulé à partir de la propriété des chargements potentiellement supportables. Nous avons dit que lorsqu'on va aller de, on va dire, une application dans ce sens, pour chaque chargement potentiellement supportable, c'est-à-dire il appartient à K, on va dire il existe un champ de contrainte SA avec Q, statiquement admissible, et qu'en tout point, l'état de contrainte respecte ou vérifie le critère de résistance, ça veut dire équilibre et résistance. Alors, par la voie cinématique, on va utiliser le principe des puissances virtuelles, c'est-à-dire que la condition d'équilibre sigma vérifie l'équilibre, etc., va être concrétisée par l'égalité entre la puissance des forces extérieures et la puissance de déformation. Alors, à partir de la définition
Donc, à partir du fait que le champ de vitesse n'engendre que le champ V est continu, c'est-à-dire sans discontinuité, la puissance des forces extérieures va être égale somme sur oméga de sigma d fois d oméga. Alors, bien sûr, maintenant, ça correspond exactement à la condition 1, comment elle est formulée. Alors, la condition D de résistance va être utilisée sous la forme de la fonction pi de D. Nous avons vu que sigma doublement contracté avec D est toujours majoré ou correspond à un sup de pi de D. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme sur oméga, comme on le voit ici, de sigma D. On va obtenir que Q point. Et somme sur oméga de pi de D dx va donner ce qu'on appelle la puissance résistante maximale, Prs max. Donc Prs max, c'est quoi? C'est somme sur oméga de pi de D d oméga. Au fait, les pi de D vont être calculés, bien sûr, d'une certaine manière, en considérant le champ de vitesse construit et le critère de résistance. Donc, ça veut dire que la propriété du, on va dire, de chargement potentiellement supportable, elle va être, je le rappelle comme suit, pour tout Q potentiellement supportable, s'il existe un champ V cinématiquement admissible continu, la puissance des forces extérieures est majorée par la puissance résistante maximale. Alors, pour la fonction pi de D, elle a certaines propriétés. D'accord? Pi de D est toujours positif ou nul, puisqu'il s'agit d'un sup. La valeur minimale du sup va être tout simplement prise égale à 0. Donc, pi de D est toujours positif ou nul. Au fait, si on considère un champ de vitesse qui donne un état de déformation, un tenseur de déformation D, alors, quel que soit alpha positif, pi de alpha D égale alpha pi de D, d'accord? Et que pi de D est convexe. En fait, si on va prendre deux champs de vitesse qui donnent deux tenseurs de taux de déformation D1 et D2, donc du fait de la propriété numéro 2, on vérifie facilement qu'on va vérifier la convexité. Donc pi de D est convexe. Et on va également dire que l'enveloppe du domaine de résistance, l'enveloppe convexe de G, la propriété de tout à l'heure, c'est l'intersection sur tous les D, enfin les D au fait, les L de D qui correspondent aux directions A fixées, tel que toujours sigma doublement contracté avec D, moins pi de D est inférieur ou égal à 0, c'est l'enveloppe convexe. Alors, question ou remarque importante, nous avons des domaines G qui sont illimités. Nous avons vu par exemple le critère Tosca et de Coulomb dans la présentation précédente. Alors dans cette direction, si on va partir avec une direction D comme ça, mais on va que ça va jusqu'à l'infini. Donc ça veut dire c'est comme si nous allons dire que nous avons sigma doublement contracté et fini. Donc il faut plutôt considérer des conditions sur le champ de vitesse pour avoir une valeur finie de pi de D. Alors maintenant, nous allons bien sûr considérer le cas d'une discontinuité de vitesse. Alors, lorsque V est discontinu, c'est 1 par morceau, donc la puissance de déformation va être la somme de deux termes, sigma doublement contracté avec D, plus le deuxième terme. C'est quoi le deuxième terme? C'est somme sur sigma de T, sigma appliqué à N, fois V. V est la discontinuité de vitesse qui existe sur sigma. Alors, on reprend toujours le schéma de la discontinuité, ça c'est sigma, et en un point X, nous avons la normale sortante, nous avons T, sigma appliqué à N, et nous avons le vecteur discontinuité de vitesse V2 moins V1. Alors, on va poser une nouvelle fonction qui s'appelle pi de N V, V discontinuité de vitesse, qui est tout simplement le sup de T, sigma appliqué à N, fois V. Donc, ce sup-là, au fait, il s'identifie comme un sup de sigma avec un autre tenseur, dont on peut donner mathématiquement la forme. Mais sur le plan pratique, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons dire lorsque sigma parcourt le domaine G inclus dans R6, le vecteur contraint T va parcourir un domaine inclus dans R3, puisque T c'est un vecteur à 3 composantes. Alors, on va dire, profitant de ce qu'on appelle la propriété de l'isotropie, c'est-à-dire la résistance du matériau est isotrope, alors on va avoir ce domaine G qui est symétrique de révolution autour de l'axe O sigma. L'axe O sigma, il
il est avec n, avec la normale, par rapport à la facette, et la facette qui va se trouver là. Donc, de ce fait-là, ça veut dire que lorsque nous allons calculer cette fonction pi, on va se fixer une direction, c'est-à-dire la discontinuité, et on va chercher le sup compte tenu de la forme du critère. Alors, le théorème cinématique dans la forme générale maintenant, cette propriété, on la connaît. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va s'ajouter? Lorsqu'on va écrire l'équilibre, c'est-à-dire sigma SA avec Q, et quel que soit les cinématiquement cibles dans le mode, donc la puissance des forces extérieures va être la somme de deux termes. Pour le premier terme, on a vu que ça donne pi de d tout à l'heure pour le champ continu. Mais maintenant, pour ce terme-là, on va trouver pi de nv, c'est-à-dire que lorsque nous allons vérifier la condition de résistance, sigma appartient à g, au fait, il faut écrire que sigma doublement contracté avec d, c'est inférieur à pi de d, et v scalaire sigma scalaire n est inférieur ou égal à pi de nv. Ça veut dire que la forme finale du théorème cinématique est comme suit. Q appartient à K, où Q est un chargement potentiellement supportable. Quel que soit le champ V qu'on aurait construit, on écrit toujours la puissance des forces extérieures, et majorée par la puissance résistante maximale. Mais cette puissance résistante maximale, par rapport au terme de tout à l'heure pour le champ V, va s'ajouter un deuxième terme, pi de n, V, somme sur sigma des sigma. Donc, ça veut dire qu'il faut calculer cette puissance résistante maximale, il faut qu'elle soit finie compte tenu du critère de résistance. Alors, l'approche cinématique ou par l'extérieur va nous permettre de trouver le résultat suivant. Lorsque nous allons construire un champ de vitesse, on remarque que QQ point égale PRS max, c'est au fait l'équation d'un hyperplan, comme on a montré au départ en guise de rappel. C'est de la forme AX égale à B. Et où Q point, c'est le vecteur normal à l'hyperplan. Lorsqu'on écrit que QQ point est inférieur ou égal à P de V, ça veut dire qu'on va obtenir un majorant d'une certaine manière. Ça veut dire la solution par un champ de vitesse va nous mettre à l'extérieur deux cas dont on ne connaît pas encore la frontière, mais on est sûr à l'extérieur. Et au fait, il faut minimiser de l'extérieur vers. Il faut minimiser pour s'approcher de la frontière de cas. Ça, c'est le principe. Si on met en évidence plusieurs champs de vitesse, comme l'enveloppe convexe de G, nous allons trouver une enveloppe convexe parce qu'elle correspond à l'ensemble des points qui sont situés toujours, qui sont définis par QQ point inférieur ou égal à P res max pour les champs V1, V2, etc. jusqu'à Vn. Donc, finalement, on peut dire que à partir de la propriété du théorème cinématique, on peut dire que le cas de domaine des chargements potentiellement supportables qu'on cherche exactement, il est inclus, ce domaine-là, on voit qu'il est inclus dans l'enveloppe convexe qui est définie par l'ensemble des chargements Q, et tel que toujours QQ point inférieur ou égal à PRS max de V. Intersection lorsqu'on a défini, construit plusieurs champs de vitesse. Alors, pour mieux comprendre peut-être la forme de ce théorème cinématique, si je prends n égale 1, à ce moment-là, on sait très bien que k va être réduit à l'intervalle. On va avoir, on va dire, une borne Q+, et une borne Q-. Q+, valeur positive, Q-, valeur négative. Et on utilise la contraposée de la propriété. Qu'est-ce qu'on va dire? S'il y aurait un champ de vitesse cinématiquement, s'il existe un champ de vitesse tel que on a plutôt la puissance des forces extérieures qui est supérieure à PRS max. On va noter P de V. Donc certainement ce champ, ce chargement Q, il n'appartient pas au domaine K. Alors, puisqu'on a n égale 1, donc on intègre les vecteurs. Donc si Q point est positif, donc ça veut dire que le chargement Q+, va être inférieur ou égal à P de V divisé par Q point de V. Si Q point de V est négatif, on va avoir Q- inférieur à P de V sur Q point de V, mais bien sûr par valeur négative. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.